Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler effectivement d'un musée dont le nom pose déjà une petite question, parce que même des bibliothécaires émérites, lorsqu'ils cataloguent des ouvrages, arrivent à confondre le musée des monuments français, celui des plâtres installé au Trocadéro, dans le palais de Chaillot, avec le premier musée des monuments français, celui d'Alexandre Lenoir, qui a été créé pendant la Révolution française et qui a fermé ses portes en 1816, donc juste il y a maintenant 201 ans. Ce musée a été installé donc à l'époque révolutionnaire. En fait, il a été précédé par un dépôt d'œuvres d'art regroupant les œuvres parisiennes, et il était installé dans un ancien couvent, donc le couvent des Petits Augustins, signalé sur ce plan par une pastille bleue, un couvent dont l'architecture qui avait été créé au XVIIe siècle, donc dans des bâtiments d'architecture classique du XVIIe siècle. L'administration révolutionnaire confiait tout naturellement les dépôts d'œuvres d'art ou les dépôts littéraires à des experts, et donc pour les dépôts d'œuvres d'art, à des artistes, peintres ou sculpteurs. Et c'est donc un jeune artiste de l'époque, Alexandre Lenoir, qui, grâce à son maître, le peintre doyen, a été nommé garde de ce dépôt. Il s'y est installé en 1790 avec femme puis enfants, belle famille, et avec aussi toutes sortes de techniciens qui le secondaient dans sa tâche. Et les œuvres d'art, dans un premier temps, n'étaient pas destinées à rester dans le dépôt, mais à être vendues pour celles qui étaient un peu moins intéressantes, ou à être transférées au futur musée du Louvre, donc pour les galeries nationales. Il se trouve que Alexandre Lenoir aurait voulu devenir conservateur au Louvre, mais n'a pas réussi. Ses appuis personnels étaient insuffisants. Et en 1793, au moment du 10 août, alors que le Louvre ouvrait au public de façon exceptionnelle, Alexandre Lenoir a lui aussi obtenu l'autorisation d'ouvrir son dépôt et d'y organiser une sorte de présentation principalement axée sur la sculpture, et de présentation dont nous n'avons aucune trace visuelle, mais que ce catalogue, notice succincte des objets de sculpture et architecture de 1793, donc ce catalogue en est vraisemblablement le reflet. Après la fin de la Convention montagnarde, pendant la Convention thermidorienne, Alexandre Lenoir parvient à obtenir l'autorisation de transformer son dépôt en un musée qu'il intitule le Musée des monuments français, ce qui s'oppose aux monuments antiques qui étaient en fait pour la sculpture, c'était ce qui était admiré à l'époque. Donc le monument français, qu'est-ce que c'était? C'était le monument médiéval, pas terrible, d'esthétique considérée comme barbare, et les monuments de la Renaissance classique ou du XVIIe, voire même du XVIIIe siècle, puisqu'Alexandre Lenoir a exposé des œuvres contemporaines. Les peintures étaient plutôt destinées à partir au Louvre, donc il n'y avait quasiment pas de peinture dans ce musée. La sculpture italienne était aussi quasiment systématiquement transférée au Louvre. Et Alexandre Lenoir s'enorgueillissait d'avoir sauvé les esclaves de Michel-Ange. Les esclaves de Michel-Ange ont bien figuré brièvement sur les catalogues et sans doute dans les entrepôts et peut-être même dans les salles du Musée des Monuments Français, mais ont été transférés au Louvre très très vite. Et donc sont restés dans les espaces du Musée des Monuments Français les sculptures françaises, beaucoup de sculptures religieuses ou de sculptures iconiques, donc représentant des personnages de l'histoire de France. Et Alexandre Lenoir les réappropriant, modifiant quand besoin lui était les identités des sculptures. Donc là, vous avez le plan du musée publié après la fermeture dans un des grands albums gravés
qui sont des sources importantes pour la connaissance du musée. Alexandre Lenoir, alors je vais vous montrer les salles un peu dans l'ordre, pas dans l'ordre où on les visitait, mais dans l'ordre où Alexandre Lenoir les a réaménagées. Je vous les montre rapidement. Donc la salle du XIIIe siècle, qui était dans l'ancienne sacristie du couvent des Petits Augustins, et où étaient présentés surtout des tombeaux royaux des XIIIe et XIVe siècles, venant en particulier de Saint-Denis, et des sculptures venant du Louvre ou de diverses églises parisiennes, également des bas-reliefs. Parallèlement donc à cette première salle avec les tombeaux de Saint-Denis principalement, Alexandre Lenoir a très vite également organisé une salle autour de la sculpture du XVIIe siècle. Alors un siècle que lui personnellement n'aimait pas beaucoup parce que pour lui c'était l'époque du triomphe de l'Académie et donc de l'asservissement des arts au service du pouvoir. Néanmoins, comme dans les églises parisiennes dont provenaient les objets saisis par l'époque révolutionnaire, il y avait énormément de grands tombeaux sculptés du XVIIe siècle. Donc le musée des monuments français a présenté une salle qui était très impressionnante dans une grande galerie avec tous ces tombeaux des grands officiers, grands serviteurs de l'État du XVIIe siècle. Au premier plan, là, vous avez une statue de Louis XIV qu'on reverra tout à l'heure, en vrai, ou presque. Des bustes. Lenoir avait cherché plutôt à mettre en valeur les artistes, les hommes de lettres également, mais bon, donc il y avait toutes sortes de personnages. Ensuite, il a aménagé deux salles. Alors, une salle autour des tombeaux, du tombeau de Louis XII et d'Anne de Bretagne, éclairée par des vitraux. Une salle destinée au XVe siècle, avec également des tombeaux venant d'églises parisiennes, et aussi une série de bustes destinés à présenter les souverains ou les grands personnages pour lesquels il n'y avait pas de tombeau, et dont on reparlera tout à l'heure. Et pour le XVIe siècle, il avait fait... Alors, on n'a pas d'aussi bonnes images, je ne sais pas pourquoi, elle doit être encore en main privée. Pour le XVIe siècle, on a à nouveau une salle autour d'un grand tombeau royal, le tombeau de François Ier, mais les murs sont garnis avec soit des tombeaux fictifs. Ici, un tombeau à une femme. Alors, Alexandre Lenoir, je ne sais pas s'il était féministe, mais il exposait pas mal de tombeaux féminins. Donc là, le tombeau de la duchesse de Retz. Et de l'autre côté, en revanche, le tombeau d'un amiral, mais avec une recomposition très complexe, disons. Et puis, sur ce mur qu'on aperçoit ici, il avait créé des monuments commémoratifs aux artistes du XVIe siècle, avec un grand monument à Jean Goujon, et puis Germain Pilon, Jean Cousin, Philibert Delorme. Et puis, bon, dans cette salle, on avait aussi des vitraux de la Sainte-Chapelle de Vincennes, plusieurs portraits de Henri IV, et puis, bon, toutes sortes d'autres œuvres. Et une autre pièce qui a été aménagée peut-être un peu plus tard, mais qui a fait une énorme impression pour tout le mouvement romantique, c'est la salle dite du XIVe siècle, centrée sur le tombeau de Charles V et de Jeanne de Bourbon, et entourée d'une part par des gisants venant de Saint-Denis ou des églises parisiennes, et d'autre part par des effigies de chevaliers placés à la verticale. Et petit à petit, en réfléchissant, et puis à cause d'un cas particulier d'un masque en marbre qui est aujourd'hui dans les réserves du musée de Cluny, je suis maintenant à peu près persuadée que tous ces chevaliers étaient en fait pour l'essentiel du plâtre, et que Alexandre Lenoir donc a créé là tout un décor, tout en disant il y a tout un jeu dans le musée entre les originaux, les plâtres, comme tout était axé sur beaucoup de symétrie, donc par moment, lorsqu'il lui manquait des éléments pour créer une symétrie, il n'hésitait pas à faire usage de moulages, qu'il n'appelait pas d'ailleurs des moulages, mais des archétypes.
L'ancienne chapelle du couvent des Petits Augustins, entièrement dépouillée de son mobilier d'origine, servait à présenter des grands monuments et elle offrait une sorte de raccourci de l'histoire de l'art en France, en commençant par les temps dits mérovingiens. Assez vite, on butait sur la Renaissance et sur le tombeau de Diane de Poitiers. Mais sous l'Empire, Alexandre le Noir avait placé juste là un monument rétrospectif et très imaginaire à Blanche de Castille. Voilà. Et puis, ce qui a fait aussi la célébrité de ce musée, c'est le jardin Élysée, donc un jardin aménagé là où se trouvait le couvent, le jardin et sans doute le cimetière du couvent, et où Alexandre le Noir a placé des cénotaphes, et il s'est efforcé aussi de placer de véritables tombeaux, dont alors des tombeaux littéraires, en particulier ceux de Molière et de La Fontaine, mais aussi le très célèbre tombeau d'Héloïse et d'Abélard. Alors ce musée était assez paradoxal. En même temps, il était fréquenté par les artistes, c'était un de ses buts. Il avait une fréquentation populaire parce qu'on venait voir tous ces éléments qui concernaient l'histoire de France. Alexandre le Noir a rédigé successivement de très nombreux catalogues dans lesquels il rapportait de nombreuses anecdotes sur les personnages représentés. Il exposait ses théories sur l'histoire de l'art. Et en même temps, ce musée a été assez vite critiqué et attaqué sur divers plans, entre autres par des archéologues qui trouvaient qu'Alexandre le Noir n'était pas respectueux des œuvres d'art qu'il exposait. C'était ce qui était vrai d'ailleurs, puisqu'il faisait des recompositions, il renommait les effigies, les bustes ou les gisants pour les adapter à ses besoins. Les œuvres n'étaient plus exposées dans le lieu pour lequel elles avaient été créées, mais elles étaient hors contexte, donc privées de leur aura. L'installation du musée était critiquée dans un certain nombre de guides. On disait que les sculptures étaient trop entassées, que c'était trop exigu, que l'éclairage était insuffisant. Et il y a eu divers projets de dispersion des collections déjà sous l'Empire, projets qui n'ont pas abouti. C'est à la Restauration, bien que le Noir, qui faisait partie de ces personnages de la Révolution et de l'époque du début du XIXe siècle, on appelait les girouettes, donc ceux qui changeaient d'opinion au gré des régimes politiques. Donc le Noir était une girouette de première. Donc à la Restauration, il s'est empressé de publier un nouveau catalogue du musée royal, de mettre en place une effigie de Louis XVIII. Néanmoins, Louis XVIII a décidé de transférer les tombeaux royaux à Saint-Denis et d'affecter les bâtiments du couvent des Petits Augustins, musée des monuments français, à l'école des Beaux-Arts. Et donc Alexandre le Noir s'est soumis à cette décision. Il a d'ailleurs été nommé conservateur des tombeaux royaux à Saint-Denis. Il s'est employé avec le reste de l'administration au transfert des tombeaux et il a refait une installation à Saint-Denis. Néanmoins, le musée des monuments français a emporté beaucoup de regrets de contemporains qui avaient apprécié son charme, sa mise en valeur des personnages historiques français. Et il y a eu donc la production de dessins, dont les dessins que je vous ai montrés tout à l'heure de Vauzel, et de 2 albums gravés. Celui-ci, donc Souvenir du musée des monuments français et Vue pittoresque et perspective du musée des monuments français, avec des gravures qui en ont perpétué le souvenir. Les œuvres sont allées non pas seulement à Saint-Denis, mais il y a eu tout un processus de dispersion vers les églises de Paris, vers le musée du Louvre, vers le musée de Versailles. Des œuvres sont restées à l'école des Beaux-Arts. Le fils d'Alexandre le Noir, Albert le Noir, a beaucoup contribué à la création du musée de Cluny, qui est lui-même un héritier du musée des monuments français. Et il y a eu tout un processus de dispersion des œuvres qui avaient constitué ce musée.
qui fait que depuis, les historiens d'art, et surtout les historiens d'art de la sculpture, jouent au puzzle avec le musée d'Alexandre Lenoir. Et c'est une spécialité du département des sculptures du Louvre, auquel j'ai appartenu pendant quelques années, que de jouer à la reconstitution du musée des monuments français. Et au moment du Grand Louvre, donc dans les décennies 1980-1990, il y avait au département des sculptures 3 conservateurs extrêmement bons connaisseurs du musée des monuments français. Françoise Baron, spécialiste de sculpture médiévale, Geneviève Bresque, qui a travaillé principalement sur le XVIe et XVIIe siècle, et Jean-René Gabory. Et ils se sont attachés dans les salles de l'aile Richelieu à recréer des ensembles. Alors, pas à la manière d'Alexandre Lenoir, qui n'était pas une manière scientifique d'histoire de l'art, mais au-delà d'Alexandre Lenoir, de recréer les tombeaux parisiens avec lesquels Lenoir avait joué. Et là, vous avez un exemple de ces recompositions menées par M. Gabory, avec un buste et des sculptures qui sont arrivées assez vite au département des sculptures au XIXe siècle, et 2 allégories qui avaient été recyclées par Alexandre Lenoir lui-même et François Debré à Saint-Denis dans un tombeau à Henri IV. Et là, ils se sont réappuyés sur le dessin des albums de Guénière, des tombeaux d'Ancien Régime, pour redonner un peu le rapport entre les sculptures. Alors Alexandre Lenoir avait beaucoup de sculptures religieuses au départ dans son dépôt, et la sculpture religieuse ne l'intéressait absolument pas. Donc il l'a souvent, au mieux revendue, au pire retaillée et réutilisée. Et le département des sculptures s'est fait aussi une spécialité de réacquérir des statues passées par le musée des monuments français. Et c'est le cas, par exemple, de cette Immaculée Conception d'un sculpteur du XVIIIe siècle, Simon Chasles, qui, je crois, est exposé actuellement au Louvre-Lens et qui a été rentré à nouveau dans les collections nationales en 2011, comme vous le voyez, d'après le numéro d'inventaire. Et dans la rotonde Sully ont été réinstallés également à la faveur du Grand Louvre des grands bas-reliefs qui venaient d'une des façades de la cour carrée du Louvre, qui avaient été déposés sous l'Empire et récupérés par Alexandre Lenoir et étaient restés à l'École des Beaux-Arts jusque dans les années 1960. À l'appui de tout ce travail, Geneviève Bresque et Jean-René Gabory avaient réalisé des fichiers papier des œuvres passées par le Musée des Monuments Français. Et en 2010, à l'instigation de Geneviève Bresque, l'Institut national d'histoire de l'art a créé un programme de recherche sur le Musée des Monuments Français, programme de recherche qui m'a donné l'occasion de travailler donc non plus à un fichier papier, mais à une base de données des œuvres passées par le Musée des Monuments Français, et d'organiser quelques journées d'études. Et puis, l'idée dès 2010 était d'organiser une exposition sur le Musée des Monuments Français. Alors, on a longtemps cherché un lieu parce que la petite salle d'exposition de l'INHA nous semblait insuffisante. L'École des Beaux-Arts sollicitée n'était pas complètement partante. Et finalement, c'est le musée du Louvre qui a accepté de réaliser l'exposition en 2016. Alors, l'exposition a pris place. Là, vous avez un plan qui n'est pas tout à fait le plan d'exécution dans les salles qui avaient été auparavant dévolues à l'histoire du Louvre. Et donc, vous avez la pyramide qui est de ce côté-là de l'écran, voilà, par là. Et là, vous allez vers le Vieux Louvre, la cour carrée. Et donc, la difficulté est que l'espace d'exposition se situe autour de la rotonde Sully que je viens de vous montrer, et de part et d'autre d'un espace extrêmement fréquenté. Alors, nous avions conçu avec Geneviève Bresque, avec surtout le scénographe qui a mis en espace ce que nous avions conçu, une présentation donc en 2 parties, évidemment,
Alors, il se trouve qu'on a inversé, donc j'ai pas le dernier, j'avais plus le dernier plan. On a inversé le sens de circulation dans cet espace, mais l'accrochage est resté le même. Donc, avec une partie sur Alexandre Lenoir, sa famille, les circonstances, puis une évocation salle par salle des espaces du Musée des Monuments Français, et ensuite, dans un deuxième temps, nous avions un premier espace un peu thématique sur Alexandre Lenoir et les artistes de son temps, Alexandre Lenoir et l'antique, et ensuite nous arrivions au Moyen-Âge et à la reconstitution de quelques monuments tels qu'ils avaient été présentés au Musée des Monuments Français. Donc j'ai quelques vues des salles de l'exposition. Là on voit un petit alignement de portraits avec Alexandre Lenoir, sa maman, son épouse. Les petites gravures qui sont au-dessus de moi là actuellement, c'est l'évocation du vandalisme, donc l'ouverture des tombeaux à Saint-Denis. Et ensuite une succession d'alvéoles dans lesquelles étaient placées des gravures ou des dessins ou des tableaux représentant les différentes salles. Et puis, alors je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais il y avait sur chacune de ces grandes jouets, il y avait un grand décor sérigraphié ou enfin en décalcomanie, je ne sais plus la technique, avec inspiré donc des gravures, des albums gravés, et avec une petite phrase descriptive prise dans la nombreuse littérature, les nombreux écrits d'Alexandre Lenoir pour caractériser chaque salle. Alors pour la salle du XVIe siècle, on avait commencé un travail de reconstruction 3D qui a été présenté dans l'exposition avec une petite vidéo. Pour la salle du XVIIe siècle, alors on avait bénéficié d'un prêt tout à fait exceptionnel de Versailles, qui est cette grande statue de Louis XIV. Cela parce que Alexandre Maral, mon collègue de Versailles, voulait en profiter pour faire un échange temporaire avec le Louvre et exposer une sculpture antique dans la niche de Versailles où est habituellement le Louis XIV, sachant que cette niche avait abrité successivement sous le règne de Louis XIV d'abord l'antique et ensuite la statue de Louis XIV. En revanche, pour les grands tombeaux 16e, 17e ou les monuments factices comme le tombeau de Philippe Chabot, nous n'avons pas, enfin on en verra un à la fin, mais on a été limité par les considérations pratiques, parce qu'Alexandre Lenoir a dû bénéficier beaucoup d'huile de coude pour déplacer toutes ces sculptures. En revanche, nous avons mis en place, avec la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles de la ville de Paris, la COARC, un parcours dans 3 églises de Paris. On aurait aimé beaucoup plus, évidemment. La COARC a choisi Saint-Roch, qui est un des endroits où on voit le plus de sculptures passées par le Musée des Monuments Français, Saint-Sulpice et Saint-Eustache, où se trouve le tombeau de Colbert. Et pour Saint-Sulpice, c'est vrai qu'en plus, on avait fait avec Geneviève Vresque une redécouverte dans le dépôt lapidaire de Saint-Denis, qui fait que c'était assez opportun. Dans la deuxième partie de l'exposition, donc on s'est amusé, et en même temps, c'était assez intéressant d'essayer de reconstituer quelques-uns de ces assemblages qu'Alexandre Lenoir avait créés. Le premier auquel nous nous sommes attachés, c'est le panneau par lequel il voulait évoquer Clovis et Clotilde, bien connu par un dessin conservé au département des arts graphiques du Louvre. Et en fait, particularité, pendant la réalisation de la base de données, des fiches, je me suis rendu compte que ce chapiteau, dont on ne savait pas où il était ou ce qu'il était, en fait, était conservé et qu'il était inscrit sur les inventaires du musée de Cluny, où d'ailleurs je ne travaillais pas encore à l'époque. Et avec Geneviève Vresque, on a eu la chance de pouvoir refaire cet assemblage un peu compliqué, avec des statues colonnes venant de Corbeil, donc rebaptisées Clovis et Clotilde par Alexandre Lenoir, et une Vierge à l'enfant, Vierge en Majesté,
qui, elle, est actuellement présentée à la vénération des fidèles dans l'actuelle cathédrale de Saint-Denis. Donc on a fait une visite liminaire à l'évêque de Saint-Denis pour l'obtenir, et bien que c'était l'année du cinquantenaire de la cathédrale de Saint-Denis, elle nous a été prêtée, à la condition expresse qu'elle reviendrait avant le 15 août, et ce qui a été fait. Et donc on a fait ce remontage. Alors nous, on a été un peu déçus par le fait que le Louvre, enfin les collègues du Louvre, la sécurité ont voulu mettre la Vierge sous vitrine, donc sous plexi. Et voilà, donc ça cassait un peu l'ambiance. On n'a pas refait la partie inférieure du socle. Là, c'est vraisemblablement un moulage d'un élément gallo-romain qui aujourd'hui est au musée de Cluny. Et là, il y avait 2 icônes venant de Saint-Germain-des-Prés, qui, elles, on ne sait pas dont on ne sait pas où elles se trouvent actuellement. Une chose à laquelle Geneviève Resque était très attachée, c'était de réévoquer les bustes de la salle du XVe siècle, soit avec des emprunts à Saint-Denis, mais en fait ce sont des dépôts du Louvre à Saint-Denis, donc voilà, on a représenté Charles VII et Marie d'Anjou, et surtout, mais j'ai pas repris de photos de ça, la statue de Louis XII, qui est une statue présentée à Céphale actuellement, donc sans tête, dans les salles du département des sculptures, et à laquelle Alexandre Lenoir avait fait refaire une tête par un sculpteur contemporain, Beauvalet. Et donc pour l'exposition, on a pu réaccorder la tête début 19e et le corps en marbre italien des environs de 1500. Et le tout évidemment se raccordant très bien moyennant un tout petit peu de travail de restaurateur. Et puis dernier monument qu'on a reconstitué, c'est un tombeau réassemblé par Alexandre Lenoir qui se trouvait dans la salle d'introduction, un tombeau de la fin du XVIe siècle, avec des éléments provenant d'un tombeau féminin, celui de Valentine Balbiani, d'où viennent les anges, le priant, enfin le gisant accoudé, et voilà. Et donc ce tombeau avait été commandé par l'époux René de Birague, qui ensuite est rentré dans les ordres et qui a lui-même fait faire son tombeau avec un priant par Germain Pilon. Donc Alexandre Lenoir avait recompacté 2 tombeaux familiaux en un, avec une grande arcade avec des victoires un peu néoclassiques. Là, il faut quand même savoir que c'était des marbres qui venaient du tombeau de Languet-Gergy à Saint-Sulpice, tandis que le reste venait de Sainte-Catherine du Val des Écoliers. Et c'est un tombeau qui est célèbre aussi par les pages que Michelet lui a consacrées, puisque Michelet, l'historien, a visité le musée des monuments français lorsqu'il était enfant, et il en parle à plusieurs reprises dans son Histoire de France. Et il oppose la blancheur de Valentine à la noirceur du priant de René de Birague, qui aurait d'ailleurs, qui a inspiré la Saint-Barthélemy au roi de France, donc un personnage très négatif. Et donc voilà la reconstitution qui en avait été faite dans l'exposition. Et puis je crois que j'ai une dernière photo, voilà, j'ai un peu déformé. Donc aussi, Alexandre Lenoir jouait beaucoup sur les socles, et il avait réassemblé donc, des éléments d'une chaire sculptée par Germain Pilon avec un David de Pierre de Franqueville, donc une sculpture un peu plus tardive, mais néanmoins encore assez maniériste et un peu dans la même veine que Germain Pilon. Donc, à travers la présentation donc, de cette exposition, et en particulier par le réassemblage des éléments qu'Alexandre Lenoir avait juxtaposés en dépit de leur provenance différente, moi je trouve qu'on a vraiment bien pu visualiser le sens artistique d'Alexandre Lenoir, qui était très bon, puisque à partir de divers éléments du XIIe siècle, même s'ils étaient, pour lui, il les datait de l'époque mérovingienne, mais il avait bien rejuxtaposé des choses qui étaient visuellement cohérentes,
De même, là, on voit qu'il juxtapose des éléments qui sont visuellement cohérents. Et on voit que c'était vraiment un artiste qui a joué avec les sculptures. Et donc, on a souhaité lui rendre hommage par cette exposition et souligner donc l'importance de ce musée, dont même le nom est encore repris aujourd'hui et qui a été une importance très grande dans l'histoire des musées du XIXe siècle. Voilà.